Triplet, on comprend clairement que dans le fond, les Africains, tels que vous l'avez si bien dit, que le combat que vous portez ici donne des fruits quand eux-mêmes ils le disent, il y a vraiment dans le fond cette... je vais dire quoi, cette séparation qu'on voudrait de manière significative avec les puissances coloniales, et à travers cet acte-là, l'AES démontre encore véritablement qu'on peut lui faire confiance, à cette organisation la faire confiance, mais également aussi se prône comme le véritable modèle tel que nous le concevons. Écoutez, ce sont les aiguilleurs de la conscience, la nouvelle conscience africaine. Est-ce qu'il existe un institut français du côté de la Corée du Nord? Est-ce qu'il en existe du côté de la Chine? Est-ce qu'il en existe en Russie? Du tout. Et l'année dernière, le général Tiani a décidé de la fermeture des instituts français au Niger. C'est une très belle initiative. La seconde chose, qu'il faut exiger désormais à ces puissances étrangères qui ont leurs écoles chez nous, qui ouvrent les établissements scolaires ou universitaires chez nous, c'est s'arrimer au programme scolaire, à l'agenda scolaire, je veux dire à l'agenda académique, au scolaire des pays hôtes. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que, par exemple, dans le contexte camerounais, vous avez des écoles françaises, comme on les appelle de manière triviale, qui ne sont pas arrimées et ne respectent même pas les institutions camerounaises. Il y a un problème. Ce qui fait donc, une fois de plus, et qui devrait motiver la sortie de cette rampe néocoloniale qui s'appelle l'OIF, et plus généralement la France-Afrique. Tout à l'heure, je vous parlais, je reprenais à mon compte le terme désertification culturelle évoqué par Yamtima. C'est-à-dire, vous avez au programme scolaire des livres qui ne sont pas l'émanation des auteurs africains, qui vous apprennent De Gaulle comme étant, qui apprennent à nos enfants que De Gaulle c'est 1 euro, qui apprennent à nos enfants que Leclerc c'est 1 euro, que pour Napoléon Bonaparte c'est 1 euro, alors qu'en réalité, du point de vue des Africains, ces trois personnages, pour la plupart, entre autres, qu'ils viennent de citer, ce sont des génocidaires assez connus. Moi, Napoléon Bonaparte, c'est le père de l'esclavage. De Gaulle a génocidé nos populations au travers, pour la libération, n'est-ce pas, d'un pays qui s'appelle la France. Après sa libération, nos vaillants ancêtres ont été assassinés au camp de Tiaouraï au Sénégal. Ça, c'est une histoire qu'ils ne veulent pas apprendre à leurs enfants et qui n'est même pas connue parce qu'elle n'est pas glorieuse. Mais ils peignent beaucoup plus l'aspect qui les arrange. Or, même chez eux, De Gaulle, avant d'être élevé au Panthéon, avait d'abord été considéré comme étant un traîneur collabo exilé n'est-ce pas, en Grande-Bretagne. Ça, ils ne disent pas à leurs jeunes. Et pourquoi est-ce qu'on devrait enseigner l'histoire des autres à nos jeunesses alors qu'en Afrique, nous en avons Thomas Sankara, Palou Moumba, Muammar Kadhafi. C'est vrai qu'il y a eu 2 Muammar Kadhafi, mais ce qui est important, c'est qu'il y a également eu 2 De Gaulle. Donc, mais ils ont beaucoup plus retenu le second De Gaulle. Il y a eu Muammar Kadhafi, il y a au Séné Afana, au Mniobé, au Cameroun, entre autres. Pourquoi on ne peut pas enseigner cette affaire-là, cette histoire-là à nos enfants? Et pourquoi on continue à enseigner la philosophie à nos enfants alors que nous sommes dans les pays en construction qui ont besoin d'avoir des écoles professionnelles et non les écoles qui vont leur enseigner la philosophie, c'est pas quoi, langue morte, comme ils les appellent. Donc nous pensons qu'il faut sortir de cette affaire-là, c'est-à-dire le néocolonialisme culturel, parce que ce néocolonialisme culturel, justement, tue notre civilisation. Les éléments de notre civilisation. Je sors par là. Qu'est-ce qui peut expliquer que c'est à Paris que se tient le salon africain du livre? Dans le moment où nous tenons cette émission, il se tient en ce moment à Paris le salon africain du livre. C'est-à-dire que les auteurs africains vont organiser un salon africain du livre à Paris. Est-ce qu'il n'existe pas d'espace en Afrique pour organiser ce type d'événement, un peu comme le FESPACO, qui vient de se terminer du côté de Ouagadougou, qui est un événement culturel majeur et très couru. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous avons encore nous avons une partie de notre population qui est encore dans l'aliénation, qui pense que le fait d'aller là-bas, ça fait de lui un nègre évolué. Non. Je crois que malheureusement,
Et c'est une dynamique d'assimilation à perpétuité. Donc, docteur, il y a une minute, parce que je vais vous relancer avec la RDC, peut-être une minute pour sortir également de ce sujet sur l'OIF. La seule chose que je pourrais ajouter sur ce que j'ai déjà dit ce matin et sur ce qui a été dit par TAA, c'est le fait que les Africains doivent cesser de se poser la question de savoir quelle langue ils peuvent utiliser. Cette question n'a aucun sens. Toutes les langues sont des choix. Lorsqu'on dit que le français se parle en France, je rappelle à la plupart des gens que le français n'était même pas... À moins de la moitié des Français savaient parler français en 1920, quand la France devient la langue officielle de la France, en 1920. Même si l'Académie française existe avant. Du tout. L'anglais n'a pas un statut particulier au Royaume-Uni. C'est la langue des Anglais, donc vous venez, vous entrez dans le Royaume, vous parlez cette langue. Même un pays comme les États-Unis, ce n'est que maintenant que Trump vient de signer un ordre exécutif un décret faisant de la langue anglaise la langue officielle des États-Unis. Les États-Unis n'avaient pas, l'anglais n'était pas la langue officielle des États-Unis. Donc on fait un choix. Et dans le cas de l'Afrique, nous devons nous référer à nos ancêtres. Nous, on est là, on parle tout le temps de nos ancêtres. Faut que ça ne doit pas être, c'est pas par hasard. Il y a eu de grands royaumes multinationaux en Afrique. Quelle langue parlaient-ils? Le royaume de Kama, qu'on appelle vulgairement l'Égypte antique. Quelle langue y était parlée? Pourtant, il y avait plusieurs nationalités. Moi, j'ai encore mes cousins qui sont là-bas, dans la ville de... Il y a les villes de Mout, il y a les villes de Pout, il y a tout ça là, qui sont encore en Égypte, où il y a la ville de Houn. Je retrouve encore mes cousins là-bas. Mais ils ne sont pas les seuls qui étaient là-bas. Quelle est la langue qu'on y parlait? Nous ne sommes pas obligés de croire que tout le monde est obligé. On est obligé d'avoir une seule langue. Il y a toujours eu la défense et la protection de toutes les langues parce que ça fait partie de la diversité, de la fertilité civilisationnelle qu'il faut maintenir. Et l'Afrique a toujours privilégié l'écriture sacrée. Dans le royaume de Kama, il y avait l'écriture sacrée, les hiéroglyphes. Si vous observez bien, quand vous regardez les travaux de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga ou de gens comme les Biogo, vous constaterez qu'on peut écrire toutes les langues dites négro-africaines, donc toutes les langues africaines en fait. Je n'ai jamais compris négro-africain, c'est une répétition. Dites africaines, toutes les langues africaines peuvent s'écrire en hiéroglyphes, aisément. Donc le plus important, c'est est-ce que nous pouvons écrire, est-ce que nous pouvons enseigner, faire de l'administration avec une langue. Si vous prenez une langue comme le Swahili, il est parlé, il y a plus de locuteurs de Swahili que de Français. Si vous prenez une langue comme le Haoussa, vous avez énormément de locuteurs également. Si vous avez beaucoup de langues africaines qui ont des dizaines de millions de locuteurs. Donc la question n'est pas là. Et puis les États peuvent choisir une langue. On peut décider. Quand vous prenez, il y a certains pays dans lesquels vraiment la solution va de soi. Quand vous allez au Sénégal, il n'y a même pas de question. Le Wolof, ça va de soi. Tout le monde parle le Wolof. Vous allez à RCA, tout le monde parle le Sango. Vous allez à RDC, tout le monde ne parle pas le Lingala, mais il est largement répandu. Les gens de l'UPC au Cameroun avaient décidé que ce serait le Foufoulde. Par exemple, si eux, ils avaient gagné la guerre d'indépendance. Donc c'est un choix. Après, vous faites du Foufoulde la langue officielle, vous créez une académie du Foufoulde. Tout le monde parle le Foufoulde, on l'utilise à l'école et on l'utilise dans l'administration. Ça ne veut pas dire qu'on tue les autres langues, pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, en Afrique du Sud, je crois qu'ils ont 4 ou 7 langues officielles. Les Sosa, le Zoulou, etc. Donc, nous devons être heureux que, exactement comme le Burundi était sorti de la CPI, nous avons là un premier exemple et nous ne comprenons pas pourquoi tous les autres pays africains restent dans cette affaire. Aujourd'hui, nous avons les pays de l'AES qui sont sortis de l'OIF. Nous espérons que ça va se poursuivre. Dans tous les cas, le programme 10 000 élus panafricanistes vise justement à doter l'Afrique de dirigeants panafricanistes qui vont rapidement sortir de toutes ces institutions néocoloniales.